Salut, c'est Mathieu du Devox.fr. Aujourd'hui, nous sommes au Festival de Cannes 2020 avec Florent de Notes Publishing. Salut. Salut. Donc, tu vas nous présenter un petit peu ce que vous avez en réserve, parce que là, il y a des jeux qui vont sortir. Il y a une seule de ces boîtes qui est la boîte de production finale, mais tout le reste est en cours. On va peut-être en parler en premier. Donc, c'est Joraku. Exactement. Donc un jeu à base de plis et qui en fait ensuite se transforme en jeu de majorité. Voilà. Le thème c'est des daimyo qui se tapent sur la gueule et qui va devenir shogun à la place du shogun à Kyoto. Et donc en fait les joueurs pli après pli vont pouvoir placer leurs petits samouraïs, déplacer leurs daimyo, enlever les pions des adversaires pour gagner la majorité dans les 7 zones du plateau. Donc c'est un jeu de 3 à 4 joueurs, ça dure 45 minutes parce que chaque petit pion samouraï compte. Et voilà, c'est un jeu très profond avec pas beaucoup de matériel, mais ouais, c'est intense. Vous l'avez sélectionné comment celui-là? Est-ce que c'est un jeu que vous localisez ou que vous éditez vous? Ouais, c'est un jeu taïwanais, que je dise pas bêtises. Et on a mis un peu de temps à le faire simplement parce qu'on avait tellement de jeux en cours que on attendait le bon moment. Mais en fait, c'est un jeu que j'ai découvert il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et vraiment, on s'est dit que c'était un coup de cœur parce que c'était une petite boîte et qu'il y avait plein de choses à faire avec. Il y a des variantes pour renouveler les parties, même s'il y a largement de quoi faire avec le jeu de base sans les variantes. Donc non, c'est vraiment pour une petite boîte à 15 euros, il y a plein de choses à faire. Ok, donc il est sorti, hein, on est d'accord, il est sorti. Et maintenant, on va parler de Catacombs Conquest, qui est donc une version 2 de Catacombs. Qu'est-ce que c'est? Alors, à la base, c'est une gamme qui s'appelle Catacombe, qui est un jeu de pitch d'un éditeur qui s'appelle Elzra Games, hein, qui est canadien. Le jeu de mémoire Catacombe, le jeu de base est beaucoup plus gros, c'est un dungeon crawling en pichenette, voilà, qui a dû sortir en 2012 de mémoire. Et il a tellement marché qu'il y a 3 versions, la dernière illustrée par Konchay Moriya. Et comme c'est un gros jeu, à 80 euros, 80 dollars, quelque chose comme ça, les gars d'Elzra se sont dit, mais tiens, pourquoi on ferait pas un plus petit jeu, plus familial, un plus rapide? Et là, en fait, c'est donc à la conquête des catacombes en français. C'est un jeu d'attaque assez simple dans le sens où on joue une carte, il y a des actions sur la carte, on prend notre personnage et on peut les déplacer, taper dans l'adversaire, utiliser des boules de feu, son arc et tout. Mais aussi il y a des obstacles. Et donc en fait, à la fin de son tour, on va bouger l'obstacle, soit pour se protéger, soit pour embêter l'autre et lui bloquer ses lignes de vue. Voilà. Et en fait, ça marche très bien. Et pour les joueurs experts et pour les familles, c'est vraiment très bon. Ça dure une partie. Alors, on peut moduler la partie quasiment comme on a envie parce que chaque équipe a un certain nombre de points de vie. Donc après, on prend 6 points de vie, 8 points de vie, 10 points de vie, enfin, on fait comme on veut. Et il y a en plus des effets sur certaines cartes, mais on n'est pas obligé de les jouer. On peut juste faire les icônes de bouger, taper, boule de feu et tout. Donc en fait, on peut vraiment adapter au public à qui on a affaire, ou en famille, si on est entre adultes ou avec les enfants. Le jeu est très modulable en plus de ce côté-là. Il sortirait quand, a priori? Alors il est fait en Chine, donc je vais dire comme pas mal d'éditeurs maintenant, normalement on doit le sortir pour juin. Maintenant, je suis un peu plus dubitatif, donc il est possible que ce soit septembre. Bref, dans l'été ou la fin d'été. Ouais, c'est ça. Et maintenant, pour Mini Rogue, qu'est-ce que c'est que Mini Rogue? Alors là, c'est un proto, tu m'as dit que c'était une version, même vous avez la démo sur votre stand, mais... Oui, parce que c'est un Kickstarter qui va être lancé en mai. Et en fait, ça a beau être un prototype, tout est calé, il reste plus que le maquettage des règles à faire. C'est un dungeon crawler, donc une descente dans des souterrains. Et par contre, ça ne dure que 15 minutes. Donc parce qu'on fait aussi One Deck Dungeon, mais qui est plus long. Il n'est pas forcément plus compliqué, mais il est beaucoup plus long. One Deck Dungeon dure 45 minutes, alors que là, en 15-20 minutes, c'est fait. En fait, c'est un principe de 9 cartes où, alors d'abord, on choisit un personnage,
on mélange les 20 cartes qu'il y a dans les salles et on en met 9 devant nous. On résout en cascade un petit peu parce que c'est un carré de 3 par 3. Donc on commence en haut à gauche, on résout cette carte-là, on retourne les cartes à droite et en bas, on choisit celle qu'on a envie et ainsi de suite jusque la carte qui est en bas à droite. Si c'est la fin d'un niveau, il faut penser à un jeu vidéo. Si on est en bas d'un niveau, il y a un monstre de fin, on le tatane et on passe au niveau suivant. Les monstres deviennent de plus en plus balèzes, ainsi de suite, jusqu'à arriver au monstre final qui est, pour lequel on peut gagner un rubis, voilà. Mais ça se veut quelque chose de très rapide, très intense. Le jeu est pour en solo ou à 2 joueurs et l'expérience est très très différente de One Deck. Même s'il y a des dés, même s'il y a du dungeon crawling, c'est vraiment très différent. Et tous les graphismes se veulent, pour ceux qui connaîtraient, un hommage au jeu Rogue des années 80. Et donc c'est pour ça que les dessins sont assez particuliers, un peu minimalistes, mais parce que voilà, on a voulu donner le thème d'un jeu vidéo des années 80, d'où il est ici. Alors, tu parlais de un joueur, 2 joueurs. Est-ce que 2 joueurs, c'est coop? Oui, alors, pour l'instant, avec le jeu de base, c'est coop en effet. Et en fait, là, on est en train de terminer l'extension avec un mode coopératif, compétitif, à 2 joueurs. Et ça sera sur Kickstarter à peu près quand? Mais, ouais. Et comme le jeu est comme quasiment bouclé sauf le maquettage, on a des dés spéciaux, donc rebelote, Chine. Donc voilà, c'est un peu pareil pour les délais. Nous, en soi, on est prêts. Tous les devis et tout sont faits. Maintenant, dans les délais de production, on n'est pas un gros éditeur, donc on risque de passer après toute la masse des autres. Donc bon, j'ose espérer que notre but à nous, c'est que avant la fin de l'année, le jeu soit livré. Maintenant, bon, il y a d'autres aléas. Et ici, on a Subterra 2, donc qui est la suite de Subterra, hein, voilà. Et alors, on a pas mal de choses. On a des tuiles, on a plein de personnages. Est-ce que tu peux me parler de Subterra, rappeler pour nos auditeurs qui savent pas, et nos spectateurs qui savent pas ce que c'est que Subterra, quel est le principe du jeu? Alors c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, coopératif, où chaque joueur va avoir un personnage qui a des actions un petit peu différentes. Et on est des spéléologues coincés sous terre. On commence là où on est tombé, et il va falloir trouver la sortie. Sauf que pendant ce temps-là, on va avoir des inondations, des éboulements et des horreurs, des monstres mystérieux qui vont débouler. Et il faut trouver la sortie très très vite parce que les horreurs elles vont pas nous louper, mais on va se prendre un éboulement sur la tête, donc des personnages vont devenir inconscients, donc il va falloir aller les chercher et les ranimer un petit peu, ainsi de suite. Voilà. C'est vrai que on a des petits trucs comme chaque personnage a des actions de base, communes à tout le monde, des actions spécifiques, et on peut aussi accélérer un petit peu en ayant une 3e action, sauf que ça peut potentiellement nous coûter des points de santé. Voilà. Pour Subterra 2, alors les principes de base sont les mêmes, mais il y a quand même pas mal de petites choses qui diffèrent, notamment pour ceux qui connaissent Subterra. Pour soigner quelqu'un, il fallait 2 actions pour 1 point de vie. Maintenant, c'est devenu 1 action pour 1 point de vie. Et dans le pitch lui-même, ce sont des explorateurs qui ont entendu parler d'un artefact mystérieux, qui ont envie de le récupérer. En gros, il faut penser à Indiana Jones et l'Arche perdue. Ils se mettent à plusieurs et il va falloir qu'ils explorent les cavernes pour récupérer 3 clés. À partir de ce moment-là, va s'ouvrir le sanctuaire avec je ne sais plus où j'ai mis la tuile d'artefact, mais bon, il y a une tuile artefact. Et à partir de ce moment-là, il va falloir fuir très vite parce que le volcan va se réveiller. Et le volcan, en fait, à chaque tour, suite à la petite carte là, en fait, à chaque tour, le temps va passer. Et il y a un moment où le volcan se réveille et toutes les tuiles, alors au fur et à mesure, mais quand même très très rapidement, toutes les tuiles vont se transformer en lave et vont annihiler tout ce qu'il y a dessus.
Donc et les gardiens qui sont les monstres du temple, mais aussi les personnages. Voilà. Et le but va être non seulement donc de prendre les clés, d'aller chercher l'artefact et de ressortir. Là où dans Subterra, il y avait quand même qu'une seule phase, c'était de sortir. Voilà. Donc après, il y a plein d'autres petits principes qui diffèrent. Il y a par exemple les tuiles, les fléchettes, hein, qui en fait arrosent non seulement la case où la personne est et a déclenché le piège, mais aussi les cases adjacentes, et ainsi de suite. Plein de petites choses comme ça qui diffèrent. Très bien, et ça sortirait quand, encore une fois? Alors, ça, on n'a pas la main dessus parce que c'est une localisation anglaise. Sur le Kickstarter, il a mis mars 2021. J'avoue que ça me paraît très tardif parce que en fait, on a déjà les règles en français traduites du jeu de base, sachant qu'il y a 2 extensions pour Subterra 2 et qu'ils ont fait une 4e extension incubation pour Subterra 1. Voilà. Et nous, pour l'instant, on a que les règles du jeu de base, mais bon, c'est les plus longues théoriquement à faire. Donc, bon, théoriquement, j'espère quand même l'avoir avant mars, mais mars 2021. Après, j'ai pas la main sur tout. Vous avez commencé par publier donc euh, au coup de cœur et vous continuez à le faire, comme tu me l'as dit avant l'interview, mais est-ce que finalement, à force de publier des jeux, il y a des goûts qui s'affinent et il y a des choses que vous préférez faire à d'autres? Est-ce que vous constatez, vous, que vous orientez vos gammes vers un certain public, une certaine thématique plutôt qu'une autre? Euh, oui, probablement, de manière pour l'instant encore un petit peu inconsciente. Euh, on est tous des gros joueurs, très très gros joueurs, vu qu'on fait des wargames. Après, on fait aussi des jeux, on joue à des jeux plus légers. Donc, je suppose que cette logique de jeu expert, ça nous quittera jamais. Après, on fonctionne encore au coup de cœur parce que par exemple, Prime Island, qui est pas forcément un jeu complètement gamer, ça peut le devenir, mais ça peut ne pas l'être non plus. C'est vraiment, et notamment, je pense à notre gamme famille. On a une gamme famille, mais on n'a pas l'intention de sortir plein de jeux. Là, pour le coup, c'est vraiment au coup de cœur. Une année, on n'a pas de coup de cœur, et ben il y aura pas de jeu famille cette année-là. On en a un, on se dit ben super chouette, celui-là, on le fait. Mais ça doit rester relativement rare. Voilà. Pour les jeux experts, je pense que oui, on a un goût pour probablement, surtout en matière de thème. Les dungeon crawlers, par exemple, c'est une chose. Les jeux historiques, c'en est une autre. Après, bah, typiquement avec Subterra, un jeu d'exploration coopératif, on trouve ça très très bien aussi. Et j'ose espérer que le principe principal de la société, c'est de publier des super jeux. Beaucoup, pas beaucoup, coopératif, compétitif, solo. Je pense que ça n'a pas trop d'importance. Tant que le jeu est très très bon. Voilà. Mais bon, j'espère que ça sera pas un vœu pieux. Le but est de réussir. Mais bon. Parce que ce qui m'a marqué aussi, c'est que vous avez quand même quelques jeux solo, et même plus que la plupart des éditeurs. Vous avez One Deck Dungeon, là il y a Mini Rogue, il y a Palm Island, il y a l'Expédition Perdue. Ça commence à faire beaucoup de jeux solo, tout ça. Est-ce que vous auriez pas un petit goût pour le jeu solo quand même? Ouais, mais là aussi, je pense que c'est vrai, t'as raison complètement. Je pense qu'à la base, c'est pas volontaire. C'est juste que ben le premier jeu qu'on a fait en jeu de société, en jeu de plateau, c'était One Deck et qu'on s'est dit oh, c'est vraiment différent de tout ce qu'il y avait et on s'est dit super, c'est vraiment très très bien. Je pense qu'à peu près dans la même foulée, il y a eu l'Expédition Perdue, mais qu'on n'a pas vu comme un jeu solo à l'origine. On l'a vu comme un bon jeu coopératif qui avait des super graphismes. Et c'est après on s'est dit c'est vrai que le mode solo il marche très très bien. Si on prend Australia, c'est un beaucoup plus gros jeu. Et en fait, quand on l'a reçu des éditeurs néo-zélandais, en fait, c'était un très très bon jeu de Martin Wallace, mais semi-coopératif. Et c'était le côté semi-coopératif qui nous plaisait. Quand on s'est mis à jouer au mode solo, on était moyennement
convaincus. Et en fait, entre nous, les partenaires allemands et Martin Wallace, les Nouveaux-Zélandais, l'avantage, c'est que nous ont donné carte libre pour refaire le mode solo. Et Martin a été super ouvert à accepter plein de choses. Et à la fin, en effet, il se trouve que le mode solo d'Australia est vachement bien et que j'ai un énorme plaisir à jouer en solo à Australia. Mais c'était pas le but initial. Le but initial, c'était un super jeu semi-coopératif. Et en fait, oui, bah, de fil en aiguille, on se retrouve à avoir des bons jeux solo. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Florent d'avoir présenté donc les gammes et ce qui va sortir chez Nuts en 2020 et un peu en 2021, mais peut-être avant. Et on se dit à bientôt sur ledovox.fr. Salut!